Nicole Belloubet, bonjour. 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 Et bienvenue. Il est de coutume en chaque rentrée scolaire de recevoir au micro de France Inter le ou la ministre de l'Éducation nationale. Coutume que nous maintenons ce matin. Mais reconnaissez tout de même qu'il y a une forme d'incongruité à vous recevoir alors que vous êtes démissionnaire et que vous expédiez les affaires courantes. La situation, pour vous et plus généralement, est un poil baroque, non ? Juste avant de répondre à votre question, permettez-moi simplement de souhaiter une excellente rentrée à nos 12 millions d'élèves, à leurs parents, à nos professeurs et à l'ensemble de la communauté éducative. Ça, c'est fait. C'est fait et c'est nécessaire, je crois. Situation baroque, oui et non. Nous sommes dans l'attente de la nomination d'un nouveau gouvernement et donc j'exerce mes fonctions de la manière qui sied pour la gestion des affaires courantes. Mais vous savez, franchement, je suis à ma tâche depuis plusieurs jours, plusieurs semaines bien sûr, mais plusieurs jours pour préparer cette rentrée scolaire. Les services de l'éducation nationale travaillent, les services académiques aussi, et nous devons aujourd'hui accueillir nos 12 millions d'élèves. C'est quelque chose qui est incontournable, donc nous sommes là. Et justement, vous êtes là aussi parce qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été annoncées ces dernières semaines, ces derniers mois pour cette rentrée, et on voulait savoir avec vous si ces réformes vont entrer en application ou si elles seront suspendues. On va venir réforme après réforme, mais d'abord pour commencer, parce qu'il y a de l'incertitude, vous le savez, il y a de l'incertitude des parents d'élèves, des enseignants, des élèves eux-mêmes, notamment sur le brevet. Ils savent pas s'il y aura un brevet, on va y venir. Oui. Mais d'abord, il y aura un brevet. On va, s'il faut le brevet pour rentrer au lycée, on va y venir. Mais Emmanuel Macron a pris un engagement à l'été 2023. Il y aura un professeur dans chaque classe, avait-il dit. Cet engagement est-il tenu ce matin? Y a-t-il ce matin un professeur dans chaque classe en France? Nous faisons vraiment tout pour qu'il y ait un professeur devant chaque classe. Et très honnêtement, il y a énormément de situations qui sont complètement résolues. Je n'exclus pas que quelques cas ponctuels, soit parce qu'un professeur est malade depuis hier, soit parce que nous avons eu sur des disciplines très techniques une difficulté à recruter. Je n'exclus pas qu'ici et là, il y ait quelques professeurs absents. Mais dans l'immense majorité des situations, les professeurs sont là et c'est heureux. Vous avez des remontées déjà, des chiffres? Oui, bien sûr, mais nous les avons. Vous savez, nous travaillons depuis plusieurs mois et je le redis, je salue toutes les équipes académiques et du ministère qui travaillent. Nous avons depuis des mois préparé cette rentrée et donc je suis en mesure de dire que dans l'immense majorité des cas, nous avons des professeurs devant les classes. Dimanche, Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNEF FSU, disait au manque de professeurs, il n'y aura pas un professeur devant chaque classe à la rentrée, c'est une certitude. Elle le redit ce matin, elle évoquait plusieurs milliers de postes non pourvus lors des concours. Attendez, je finis. Lors des concours de recrutement de juin dernier, qui s'ajoutent aux postes non pourvus des années précédentes. Elle évoque 3000 postes non pourvus. Est-ce que c'est un chiffre que vous confirmez ou que vous démentez? Je pense qu'il y a une petite confusion. Effectivement, il y a eu 3000 postes prévus pour les concours qui n'ont pas été pourvus. Mais depuis, nous avons travaillé et nous avons recruté parfois depuis le 1er juin des personnels contractuels qui ont suivi pour certains d'entre eux une formation qui leur permettent d'être aujourd'hui armés devant les classes. Donc cette manière de répéter tout le temps il y a 3000 postes non pourvus, elle ne veut rien dire. Elle se situe par rapport aux postes qui étaient prévus pour les concours et qui effectivement n'ont pas recruté. Mais aujourd'hui, nous avons évidemment comblé ces déficits. Vous redemandez ce matin que cette question du recrutement reste une priorité du prochain gouvernement. C'est une renforcer l'attractivité du métier de professeur, et vous le savez, ça passe par la reconnaissance et ça passe par le salaire. Absolument. C'est vraiment pour moi la priorité des priorités du prochain ministre de l'Éducation nationale. La formation à la fois initiale, c'est-à-dire liée au recrutement, et la formation continue. Parce qu'on ne peut pas vivre 40 ans en étant professeur sans avoir des formations continues. Et donc pour moi, ces deux éléments sont indissociables, je le redis ici, et c'est une priorité absolue. Vous avez raison, l'attractivité, c'est un point essentiel. D'autres pays d'Europe sont dans la même situation que nous, je le dis simplement par point de comparaison, mais avoir
proposer un concours à Bac+3, suivi de 2 années de formation qui étaient rémunérées, qui sont professionnalisantes, rémunérées à 1 400 et 1 800 euros, cela, me semblait-il, contribuer à l'attractivité. J'imagine que le prochain gouvernement reprendra ce dossier. Il y a une petite discordance, c'est un détail mais important, sur le budget 2025 de l'éducation nationale. Alors bon, il y aura un nouveau gouvernement qui va écrire un nouveau budget, mais à l'heure où nous parlons, Gabriel Attal, démissionnaire, a affirmé dans ses lettres plafond qu'il y aurait une augmentation de 900 millions du budget de l'éducation nationale en 2025 par rapport à 2024. Mais vous, dans votre conférence de presse, on croit si j'ai bien compris, il n'y aura pas d'augmentation ni de baisse. Je ne vais pas détailler ici devant vous des choses très techniques sur lesquelles nos auditeurs seraient perdus. C'est pas l'objet. Je dis simplement que de mon point de vue, le budget de l'éducation nationale doit être sanctuarisé parce que c'est un budget essentiellement de masse salariale, que cette masse salariale grossit chaque année, ce qui est bien logique avec les augmentations, etc. Et donc, nous avons besoin de moyens pour mener les politiques qui sont les nôtres et pour faire de l'éducation nationale cette première priorité qui a été revendiquée par le président de la République. Nicole Belloubet, sur les réformes annoncées par votre prédécesseur Gabriel Attal et qui sont censées donc entrer en vigueur en cette rentrée, il y a de l'incertitude. Léa le disait il y a quelques instants. Il y a aussi des certitudes. Oui, mais on va commencer par lever les incertitudes. Les élèves, les parents pensent que l'obtention du brevet devient obligatoire pour le passage au lycée. Vous avez semblé revenir sur ce sujet lors de votre conférence de presse mardi dernier. Que répondez-vous à l'inquiétude, à l'angoisse des parents et des élèves? Le brevet est-il obligatoire ou non pour entrer au lycée? À ce stade, pas du tout. Je le redis clairement, les textes qui avaient été envisagés ont été gelés. Donc au moment où je vous parle, le brevet n'est pas du tout obligatoire pour entrer au lycée. Et je pense, mais le prochain gouvernement le décidera, qu'il serait un peu tard aujourd'hui pour modifier cette situation pour un brevet qui va se passer dans quelques mois. Donc voilà où nous en sommes. Donc vous espérez que cette mesure annoncée par Gabriel Attal n'entre pas en vigueur sur cette année? Il appartiendra au prochain gouvernement de décider ce qu'il en sera, mais cette année, cela me semble un peu tard. Par ailleurs, cette année, je le redis ici, nous avons préparé des textes qui devraient être, eux, en revanche, qui devraient pouvoir être pris, qui modifient les modes de calcul du brevet, notamment en donnant un peu plus d'importance aux épreuves terminales qui compteront pour 60% de la note finale. Donc, à ce stade, ce que vous pouvez nous dire, c'est que un élève qui n'a pas le brevet pourra quand même passer au lycée. Je pense que ce sera le cas pour la rentrée prochaine, absolument. Autre réforme censée entrer en vigueur cette rentrée, les groupes de niveau voulus par Gabriel Attal. Des groupes de besoin. Oui, je sais, vous appelez ça les groupes de besoin. Mais c'est pas la même chose. Oui, enfin, c'est pas la même chose, mais c'est quand même un groupe à effectif réduit avec des élèves en difficulté. Ce qui importe, moi je l'ai toujours dit, ce qui importe, c'est que nous aidions nos élèves dans l'apprentissage des matières fondamentales. Les autres également, mais dans l'apprentissage des fondamentaux. Pour cela, tous les dispositifs que nous pouvons prendre pour aider les élèves, pour répondre à leurs besoins, sont des dispositifs pertinents. Et c'est la raison pour laquelle j'ai laissé un peu de pragmatisme aux établissements. Je leur ai dit, nous vous donnons des moyens, il y a en l'occurrence plus de 1500 postes qui ont été donnés, nous vous donnons des moyens et vous mettez en place des dispositifs pour prendre en charge les besoins des élèves. Et ces groupes qui sont constitués pourront l'être un peu différemment selon les établissements. Nous avons, nous, donné un schéma, mais si chaque établissement, en fonction de sa situation, le met en place de la manière qui lui convient, c'est tout à fait respectable. L'organisation choisie par les collèges varie beaucoup, vous le dites vous-même. Voilà. 20% des collèges ont reçu des postes supplémentaires, les autres doivent bricoler, disent-ils, en supprimant des options ou des demi-groupes. Il y a des situations très différentes et bricoler n'est pas toujours le mot, mais enfin, je l'entends. C'est ce qui puisse être perçu comme cela. C'est ce qu'on a entendu dans certains reportages. Vous, ces groupes de besoins, vous les trouvez utiles? Moi, je trouve que ce qui est utile, Madame Salamé, je le redis ici, c'est tout ce qui peut répondre aux besoins de nos élèves. Aujourd'hui, dans les classes, bien plus que à mon époque, ou même peut-être à la vôtre, les besoins des élèves sont différents. Nous prenons en charge des élèves extrêmement différents. Il faut pouvoir répondre à ces besoins différenciés. C'est donc des traitements différents
dans des situations, mais qui ne doivent pas remettre en cause l'hétérogénéité. Et c'est évidemment des professeurs formés à la pédagogie différenciée. Nicole Belloubet, l'uniforme à l'école, vous n'en étiez pas une grande fan. Seuls 90... C'est votre interprétation, mais... Vous aviez parlé de Faribol il y a quelques années. Ouais. Seuls 90 établissements sur 50 000 vont finalement tester l'uniforme. Ça fait 0,13% des élèves. C'est cher également. Le Parisien, ce matin, donne le prix des uniformes pour différents établissements. 130 000 € à Levallois, 120 000 à Rueil-Malmaison, 70 000 à Besançon. Beaucoup d'argent, il serait pas mieux employé ailleurs? Nous avions fixé une somme de 200 € par uniforme et par élève, prise en charge à moitié par l'État, à moitié par les collectivités territoriales. Nous avons voulu expérimenter cela. Nous avions dit que nous aurions 100 établissements expérimentateurs. Il y en a 90. Cette expérimentation sera évaluée. Elle est intéressante sur le climat scolaire, sur l'égalité entre les jeunes. Et je trouve que cela méritait vraiment d'être mis en œuvre. On va passer au standard d'Inter. Nous attend Marc de Versailles. Bonjour Marc, bienvenue. Bonjour. On vous écoute. Oui, voilà. Déjà, je voudrais saluer Madame Belloubet parce que j'écoute parler depuis un bon moment. On vous entend très mal, Marc. On va essayer de vous rappeler parce que la ligne est vraiment de très 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 mauvaise qualité. Passons à Bernard de Carcassonne. Bienvenue Bernard, bonjour. Bonjour, un chaleureux bonjour pour France Inter. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Monsieur. Voilà, j'aimerais soulever un problème. L'éducation nationale en France a une particularité, c'est devenu une machine à évaluer. Nous sommes dans ce pays obsédés par les évaluations, à tel point qu'on en oublie la mission principale qui est celle de transmettre des savoirs et surtout de donner du plaisir dans le fait d'apprendre. Alors je suis étonné parce que j'ai une carrière qui me permet de porter ce jugement. Pendant des années, j'ai vu des élèves en lycée rentrer dans ma classe, beaucoup les larmes aux yeux quand il y avait eu des résultats d'un contrôle de maths, ou alors stresser complètement avant d'aller à des contrôles de mathématiques, parfois de physique. Il ne s'agit pas d'opposer les matières, mais il s'agit de regarder cette réalité en face et de comprendre qu'on ne peut pas avoir de bons résultats avec des élèves quand on les stresse à ce point, quand on leur met une pression terrible. Ce n'est pas le rôle de l'éducation nationale. Si on veut faire la machine uniquement comme étant une grosse machine à évaluer, chemin qu'on a pris puisqu'on évalue même les tout petits maintenant, ça tourne au ridicule. Il faut remettre l'accent sur la transmission et le bonheur du savoir. Merci. C'est la vérité. Merci Bernard. Transmission, bonheur du savoir et d'apprendre. Nicole Belloubet. Oui, ce sont des mots que je partage. Moi, je parle du bien-être des élèves à l'école. Pour autant, je ne suis pas certaine que les évaluations, si on les présente comme des moments qui sont aussi peut-être d'ailleurs des moments d'apprentissage, je ne suis pas certaine que les évaluations telles qu'elles sont conçues contribuent au stress de nos élèves. Je voudrais juste ici dire que ces évaluations, pour moi, ce sont des outils pédagogiques, c'est-à-dire que les professeurs évaluent leurs élèves dans les activités courantes, mais les évaluations nationales leur donnent des points de repère, des points de comparaison, leur permet de mieux mettre en place les apprentissages dont les élèves ont besoin, et je les considère plutôt comme des outils qui servent aux enseignants. Autre expérimentation en cette rentrée, Nicole Belloubet, la pause numérique, comme vous l'appelez, les portables. Pause numérique expérimentée dans 200 collèges. D'abord, peut-être vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer, c'est-à-dire que les collégiens vont arriver et devoir déposer leur portable à l'entrée, le reprendre. Oui. Pour ceux qui en ont. L'idée, n'est-ce pas, que nous avons, il faut repartir du point de départ. L'idée que nous avons, ça part de la question du harcèlement essentiellement, et on s'est aperçu que beaucoup de phénomènes de harcèlement venaient de l'utilisation du téléphone portable, y compris dans les établissements scolaires, bien que théoriquement cela soit interdit. Donc nous nous sommes dit, avec les départements, puisque ce sont nos partenaires dans cette expérimentation, nous nous sommes dit que
interdire l'usage de ces téléphones portables pendant les cours, bien sûr, mais aussi pendant les espaces entre les cours, à la récréation, ce pouvait être pertinent. Donc l'idée, c'est que les élèves déposent leur téléphone portable quand ils en ont en arrivant, peut-être certains viendront sans d'ailleurs, et que ces téléphones portables puissent être conservés soit dans des casiers, soit dans des cartables qui seront laissés à la responsabilité de nos enseignants ou des personnels vie scolaire. Il y a plusieurs schémas possibles. C'est la raison pour laquelle nous l'expérimentons pendant un certain temps. Question de Peggy sur l'application d'Inter, cette question du portable. Bonjour, je suis enseignante en collège et je me permets de rappeler que l'utilisation du portable est déjà interdite au collège et dans les écoles depuis la rentrée 2018. Oui, absolument. Mais alors, où est la nouveauté, vous demande-t-elle? L'interdiction d'apporter un téléphone au collège, mais comment vérifier que les élèves n'en ont pas, puisqu'il est interdit de fouiller dans les cartables? Non, mais absolument, bien sûr que là, il y a déjà un texte qui l'interdit. Ce que je dis, c'est que nous voulons effectivement que ces téléphones ne circulent pas pendant les espaces interstitiels des cours et même pendant les cours. Et donc, nous demanderons ce dépôt de téléphone. Et puis, évidemment, si... Et s'ils le gardent dans le sac? Eh bien, s'ils le gardent dans le sac et si les enseignants ou les personnels de vie scolaire l'aperçoivent, eh bien, ils demanderont qu'il soit redéposé. Un mot sur la laïcité. On sait que le nombre d'atteintes à la laïcité à la rentrée dernière avait connu un bond après l'interdiction de l'abaya. Quels sont les derniers chiffres dont vous disposez? Quant aux élèves radicalisés, Gabriel Attal avait promis des structures particulières. Où sont-elles? Alors, vous parlez de deux choses différentes, n'est-ce pas? Sur la question de la laïcité, vous le savez, l'école, ça doit être un lieu neutre. Et c'est précisément cette neutralité qui permet la vie en commun et la vie en commun apaisée. C'est la raison pour laquelle, vous le savez, face à la montée des atteintes à la laïcité, qui a eu lieu notamment en début d'année dernière, depuis cela a diminué, les faits antisémites ont augmenté, mais les atteintes à la laïcité stricto sensu n'ont pas augmenté. Nous avons mis en place toute une série de dispositifs que je ne reprends pas devant vous, notamment toutes les équipes qui interviennent auprès des établissements, etc. En tout cas, c'est tolérance zéro et c'est absolument essentiel de faire cela. Sur la question, la deuxième question que vous évoquez sur les élèves radicalisés, il y avait des textes qui étaient en préparation, qui sont prêts d'ailleurs, mais qui n'ont pas été adoptés puisque nous sommes passés en affaires courantes. Les cours d'empathie voulus par Gabriel Attal, on en est où? Eh bien, une expérimentation a eu lieu l'année dernière et ça s'est généralisé dès cette année parce que là aussi, nous considérons que c'est une manière d'apaiser le climat scolaire. Et donc, il y a des dispositifs qui sont des kits empathie qui sont donnés aux enseignants, des formations qui se déroulent. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour aller vers ce bien-être dont parlait notre auditeur. Notre auditeur. Catherine nous appelle de Bordeaux. Bienvenue, Catherine. Oui, merci. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour, bonjour à tous. Je voulais évoquer le problème de la formation des maîtres et en particulier les personnes qui, pour différentes raisons, ont choisi de se reconvertir dans le métier de l'enseignement pour devenir professeur des écoles. C'est le cas de notre fils. Il a passé le concours et a été reçu au mois de juin. Il se retrouve ce matin devant une classe de CE1, CE2, sans aucune formation, ni préparation, si ce n'est 2 jours de préparation à l'institut de formation et la bonne volonté des enseignants qu'il a pu rencontrer. Voilà. Que pensez-vous faire dans ce domaine et qu'en pensez-vous? Merci Catherine. J'ajoute plusieurs questions d'auditeurs sur l'application d'Inter. Brigitte, ma fille est contractuelle, a été embauchée au mois de juin. Elle n'a eu que 2 jours de formation. Je trouve ça scandaleux. Caroline, vous dites que certains professeurs vacataires ont été formés. Combien de temps a duré cette formation? Quid de celles et ceux qui ne l'ont pas suivi, etc., etc. Je crois qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a plusieurs manières d'entrer dans le métier d'enseignant, ou en tout cas plusieurs étapes. Comme dans beaucoup de carrières, aujourd'hui, on ne rentre plus forcément à 23 ans pour en sortir à 60 et quelques années. Il y a des gens qui entrent en milieu de carrière et c'est très heureux pour l'éducation nationale puisque ça fait une palette d'expériences. Tous ces personnels-là doivent être formés, bien entendu. Ce que je dis... et incantatoire, mais pas seulement, puisque il y a des formations qui ont eu lieu, on l'a rappelé, pour les personnels contractuels qui ont été recrutés depuis le mois de juin. En principe, c'était au moins une semaine de formation. Et je crois qu'il faut repenser ces débuts de carrière enseignante lorsque nous entrons après une expérience professionnelle. C'est un point essentiel. Question de Charles sur l'appli d'Inter. Bonjour, bientôt 5 ministres différents en 2 ans. Est-ce sérieux? On n'inflige pas ça à une entreprise?
Je crois que l'éducation nationale a besoin de continuité, de stabilité. C'est une institution du temps long, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne supporte pas les évolutions, mais c'est vrai que c'est une institution qui, aujourd'hui, aurait besoin de stabilité et de continuité. Jean-Michel Blanquer vous a envoyé son livre ou non? Pas encore, mais je suis sûre qu'il va le faire. Et on l'a reçu, c'est ses mémoires de 5 ans Absolument. en Macronie, et il déplore le turnover des ministres de l'Éducation. Le président lui est resté quand même 5 ans. Alors, effectivement, il a marqué d'ailleurs sa réforme pour le lycée, le dédoublement des classes, de CP de grande section CE1, il a marqué son temps. Il regrette d'ailleurs dans son livre que Emmanuel Macron ne vante pas davantage son bilan. C'est excessif. Moi, d'ailleurs, cet après-midi, je vais explicitement dans une école maternelle en éducation prioritaire où il y a des dédoublements pour montrer que c'est quelque chose qui réussit et qu'il faut évidemment prolonger avec, toujours pareil, la nécessité d'un enseignement adapté. Emmanuel Macron avait, pendant la campagne présidentielle 2022, regretté notamment la sortie des maths du tronc commun, expliqué qu'il y avait des problèmes avec la réforme du lycée, expliqué également que Parcoursup, c'était peut-être pas génial. Il y a eu des progrès dans tout cela, à la fois les maths qui vont devenir une épreuve en fin de première, le Parcoursup qui ne cesse de s'améliorer, donc tout cela évolue positivement. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, depuis 6 mois, 7. Oui. Vous aimeriez le rester dans un futur gouvernement? Enfin, je vais vous répondre ce à quoi vous vous attendez, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui choisis le casting du futur Mais gouvernement. vous, votre envie? Je vous dis les choses comme je les pense. Je crois que l'éducation nationale a besoin de stabilité, a besoin de temps long et a besoin d'une implication forte. Moi ou un autre ou une autre. Et la France, elle a besoin d'un Premier ministre maintenant? Ça fait 56 jours. Eh bien, nous travaillons, je crois, avec beaucoup de sérieux. L'actuel gouvernement démissionnaire travaille avec beaucoup de sérieux. Bien entendu, un nouveau gouvernement est nécessaire. Vous venez de la gauche. Est-ce qu'un profil de gauche, vous pensez que, à l'aune des résultats des législatives, doit être choisi? Il me semblait qu'à l'aune des résultats des législatives, il était important d'avoir quelqu'un qui puisse rassembler autour de l'arc républicain, être en capacité de constituer cet arc républicain. Et donc, effectivement, quelqu'un de centre-gauche me semblait pouvoir être dans cette Bernard situation. Cazeneuve? Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui nomme le Premier ministre. Nicole Belloubet, dans son dernier livre, La Citadelle, que vous allez bientôt recevoir, Jean-Michel Blanquer estime qu'il y a un risque que le macronisme ne laisse que peu de traces dans l'histoire du pays. Je le cite, « Quelle sera l'anthropologie du macronisme ? De sémillants trentenaires, technocrates ou intrigants, les yeux rivés sur les sondages et les écrans pour piloter à vue, sans culture, sans vision et sans valeur. » Point d'interrogation, c'est ce qu'il se demande. Comment recevez-vous ces mots ? Moi, je pense qu'il va rester, et j'espère que cela continuera, des traces. Si je regarde l'éducation, je pense par exemple au refus de toutes les assignations. C'est quelque chose qui est permanent, que Emmanuel Macron, depuis le début, milite pour qu'on lutte contre toutes sortes d'assignations sociales, culturelles, scolaires, et c'est ce que nous essayons de faire. Encore une fois, le dédoublement des classes, par exemple, y contribue, mais aussi tout le travail que nous souhaitons faire sur l'éducation culturelle, etc. Donc je crois que ce refus des assignations, cela marque aussi, ça porte aussi la trace de Macron. C'était le leitmotiv de sa campagne de 2017, refuser l'assignation à résidence. Est-ce que vous pensez... À résidence, mais pas... Oui, à toute forme de résidence, on va dire ça, voilà, comme ça. Si vous voulez. Vous avez l'impression que 8 ans après, c'est réussi ? Nous luttons pour faire de cela une réalité.